Il est 13 h, bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce mercredi. Les difficultés rencontrées par les petites et moyennes entreprises et les artisans, l'état des lieux de la mise en œuvre des actions du ministère de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel ont été présentés par le ministre Félix Anoblé. Cheikh Koné, notre reporter, nous en dira plus dans cette édition. La journée mondiale de la culture africaine a été célébrée dans la ville d'Adiaké, dans la région du Sud Comoré. Instaurée en 2019 par l'UNESCO, cette célébration occupe désormais une place de choix en Côte d'Ivoire. Le cinéma vecteur de transmission des cultures africaines, c'est le thème de l'édition 2022 de cette célébration. Sport football, 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun. Les éléphants de Côte d'Ivoire opposés aux pharaons d'Égypte sur le coup de 16 h. Rencontre à suivre, duel annoncé. Ça passe ou ça casse, voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Un conseil des ministres se tient ce mercredi 26 janvier 2022 au Palais présidentiel. Un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous reviendrons sur les grandes décisions de ce conseil des ministres dans la grande édition du soir. Du côté de l'Assemblée nationale, le projet de loi portant création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme a été présenté par le ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, avant la fin de la session parlementaire. Ce projet de création de la dite Académie, qui se donne pour objectif d'éradiquer la menace terroriste, a été adopté par les membres de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. C'est ce que nous dit Abou Sanogo. Le projet de loi présenté par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara aux députés membres de la Commission Défense et Sécurité comporte un seul article. Il s'agit du projet de loi de ratification d'ordonnance portant création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. À l'issue de l'exposé des motifs et des échanges, les différents groupes parlementaires ont donné pleine caution pour la ratification de l'ordonnance numéro 2021-431 du 8 septembre 2021 portant création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Et c'est donc à l'unanimité des membres présents que le dit projet de loi a été adopté. Nous avons adopté ce projet et à la faveur de tous pour que la Côte d'Ivoire continue sa marche dans le développement. Nous qui sommes les députés de cette nation, nous avons compris la nécessité de la création de cette académie et nous encourageons le gouvernement dans cette voie. Il s'agit de la sécurité et la sécurité d'un territoire n'est pas pour une seule personne, c'est pour l'ensemble des populations. Et nous sommes heureux d'avoir participé à consolider et à voter cette loi. Cette académie qui, pour nous, va apporter une réponse claire à l'affaire du terrorisme qui sévit dans la sous-région, mais surtout qui va permettre à nos militaires et à toute l'Afrique, à tous les pays qui ont besoin de formation, de venir en Côte d'Ivoire et de se former. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, s'est félicité de l'adoption de ce projet de loi. Nous pensons que cette académie qui vient de voir le jour à travers l'adoption de ce projet de loi par l'Assemblée apportera un plus quant à la formation, quant à la réflexion et aussi quant à la judiciarisation du fait terroriste ici en Côte d'Ivoire. On ne peut que se féliciter donc de l'intérêt avec lequel les honorables députés ont accueilli ce texte. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme est chargée d'assurer la formation des militaires, gendarmes, policiers, magistrats et fonctionnaires ivoiriens et des États partenaires en vue de leur permettre de lutter contre les groupes armés terroristes et de maîtriser tous les outils de coopération internationale indispensables pour mener à bien cet objectif et d'assurer l'entraînement des unités spécialisées afin d'entretenir ou d'améliorer leur savoir-faire technique et tactique liés aux opérations antiterroristes. Un reportage signé Abou Sanogo et puis une mission du Fonds monétaire international. Le FMI séjourne à Abidjan, cela jusqu'au 3 février prochain. Cette mission se donne pour objectif d'évaluer le programme économique et financier de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'économie et des finances a procédé hier mardi dans l'après-midi dans la commune du Plateau à l'ouverture des travaux de cette mission. Jean-Jacques Kwame. Cette mission du Fonds monétaire international FMI en Côte d'Ivoire va se dérouler de façon virtuelle.
conduite par Lucas Richi, elle a pour objectif d'évaluer le programme économique et financier de notre pays. À l'ouverture des travaux avec la délégation du FMI, le ministre de l'économie et des finances, qui avait à ses côtés le ministre du budget et du portefeuille de l'État, a indiqué que les 2 plans nationaux de développement, PND, ont eu le soutien du FMI. Mais des défis restent à relever, rehausser la qualité de vie des populations. Le PND 2021-2025 compte relever ces défis en matière d'éducation, d'accès à l'électricité, à l'eau potable, ainsi que les problématiques d'emploi jeune et d'autosuffisance alimentaire. La Covid-19 qui sévit ne doit pas freiner cette vision, souligne l'argentier du gouvernement. Une telle situation impose aux États et aux partenaires multilatéraux une solidarité internationale sans précédent à travers une coopération plus renforcée. Il sera essentiel de définir les modalités de renforcement de cette coopération multilatérale, mais surtout de faire preuve davantage de flexibilité dans la conception des politiques, car la situation intrinsèque de chaque pays commande assurément des actions et interventions spécifiques. Pour sa part, le gouvernement ivoirien est ouvert et continuera de renforcer sa coopération avec le Fonds monétaire international et plus généralement avec les institutions de Bretton Woods. Adama Coulibaly a abordé pour terminer les questions qui seront développées au cours des 10 jours de la mission du Fonds monétaire international. Il s'agit entre autres du cadre macroéconomique et budgétaire, la fiscalité, la dette publique, les récentes évolutions dans les secteurs de l'énergie et du café-cacao. Et puis, premier titre de ce journal, les difficultés rencontrées par les petites et moyennes entreprises et les artisans, l'état des lieux de la mise en œuvre des actions du ministère de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel ont été présentés par le ministre Félix Anoblé. Félix Anoblé, qui est à l'invité de la tribune du journal Le Patriote, Espérance Jacalé, Chèque connaît. Pour son premier passage à la tribune du quotidien d'information Le Patriote, Félix Anoblé, ministre en charge des PME et de l'artisanat, a survolé plusieurs pans de l'actualité de son département ministériel. Sur les nombreuses difficultés que rencontrent ces petites et moyennes entreprises, le ministre a évoqué la mise en place des programmes de soutien à ces acteurs, notamment le fonds Covid qui permet de préserver les outils de production et de faire face à la pandémie à coronavirus. Face à la pandémie à coronavirus, le gouvernement a mis en place un fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises d'une enveloppe de 150 milliards de francs CFA et un fonds d'appui au secteur informel d'une enveloppe de 40 milliards de francs CFA pour aider ces acteurs à préserver leurs outils de production et les emplois. Grâce au statut de l'entrepreneur, l'État a pris des mesures pour faire reculer de manière significative l'ombre de l'informalité qui gangrène les petites et moyennes entreprises et le secteur de l'artisanat, afin de les rendre plus compétitifs et prospères pour une contribution efficiente à l'économie nationale. L'objectif visé est de favoriser la formalisation du secteur informel afin de permettre aux acteurs de ce secteur d'accéder aux services financiers et non financiers ainsi qu'à l'État d'élargir l'assiette fiscale. Le nombre d'attestations délivrées est passé de 82 à 380 sur les 16 992 entrepreneurs enregistrés. Pour les prochains mois, le ministre Anoblé Félix a fait l'annonce de la création de 14 marchés de l'artisanat sur toute l'étendue du territoire national, d'une valeur de plus de 80 milliards de francs CFA. Et dans l'actualité également, on note cette signature de convention de partenariat entre le Fonds de garantie des crédits aux PME de Côte d'Ivoire et le Fonds de solidarité africain. Une signature de convention qui s'inscrit dans l'accompagnement à l'accès aux financements locaux et internationaux. Une cérémonie qui s'est déroulée lors du séjour de l'organisation panafricaine en Côte d'Ivoire. Chèque connaît. Une signature qui va certainement donner un coup d'accélérateur à la problématique de financement des PME de Côte d'Ivoire. Le mariage entre le Fonds de garantie des crédits aux PME, FGPME de Côte d'Ivoire et le Fonds de solidarité africain, FSA, vise à renforcer les opportunités d'accès au financement des entreprises ivoiriennes. Nous avons l'avantage d'être international et par conséquent, nous avons des capacités d'intervention plus élevées. Ce qui signifie que nous pouvons faire de la co-garantie. Nous pouvons faire du co-refinancement. Nous pouvons même faire de la co-bonification de taux d'intérêt pour les projets publics. Je voudrais
vous traduire toute notre gratitude et toute notre satisfaction quant à cette convention qui permettra au Fonds de garantie des crédits aux PME d'élargir son champ d'intervention et de renforcer surtout ses capacités opérationnelles. À l'occasion de la cérémonie de lancement du nouveau visage du FSA à Abidjan, la mise à disposition d'un fonds de garantie de 60 milliards de francs CFA au profit des PME a été annoncée. Mesdames et messieurs, on assiste depuis quelques moments à une montée en puissance de l'intérêt porté aux résidences meublées, ces résidences qui offrent une variété de confort à leurs occupants. À concurrence loyale ou déloyale aux réceptifs hôteliers, une chose est certaine, c'est que le secteur d'activité des résidences meublées est en plein essor, un investissement qui ne réussit pas toujours à tout le monde. Business des résidences meublées. Boom ou bombe, un sujet de Cheikh Koné. Commune de Cocody, quartier Angré. Tous les matins, c'est le même rituel. Patrick Conan arpente au pas de course les marches de cet immeuble abritant ses bureaux. Bonjour. Comment vous allez? Le studio Pont sera disponible à la 2 pièces au premier étage, 3 pièces à la CGK. À 40 ans révolus, Patrick est à la tête d'un groupement d'entreprises dont l'activité phare est la location de meubles de ville, abusivement appelée résidence meublée. Début de semaine chargée, les demandes de réservation s'accroissent. C'est un planning pour déjà donner les disponibilités au service commercial. Et en fonction des disponibilités, on a une approche commerciale, une dynamique digitale qu'on applique pour rechercher les clients, on va dire, à moins de entre 8h et 10h. Depuis 4 ans que Patrick a flairé ce business, il ne s'en passe plus. Partagé entre les nombreux appels pour réceptionner des commandes de la journée et faire le tour de ses appartements. Cet après-midi, il a rendez-vous avec un client en fin de séjour. Il y a encore plus de la tranquillité, avec tout le confort réuni, bien sûr. C'est ce que nous cherchons, de reposer la tête tranquille. Et je pense que c'est le bienvenu, quoi. Le séjour de 6 nuitées a coûté 180 000 francs CFA à raison de 30 000 francs pour cette 2 pièces. Dans les périodes fastes, en moyenne, Patrick héberge 100 clients par mois et réalise une dizaine de millions de francs CFA de chiffre d'affaires mensuel. Son parc est composé d'une vingtaine de résidences dissimulées dans toute la commune de Cocody. Si les affaires marchent bien pour cet expert en marketing, ce n'est toujours pas le cas pour les autres. Des risques d'endommagement ou de vol de meubles sont récurrents. Jean-Baptiste, entrepreneur en bâtiment devenu promoteur de résidences meublées, en a payé les frais. Nous mettons beaucoup d'argent, mais il y a des clients qui arrivent et qui passent le temps vraiment pour casser, pour détruire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Souvent, vous voyez même ici, tout était rempli de tasses et de verres, mais ils ont tout cassé, il reste seulement que quelques tasses. J'avais même un salon que j'avais acheté, après d'1 500 000 que j'avais installé, il y a un client qui est venu, qui a tout foutu en l'air, il a tout gâté, j'étais obligé de repayer. Donc c'est vraiment pas gentil. Pour cette résidence de 3 pièces, Jean-Baptiste a investi en meubles de luxe un peu plus de 15 millions de francs CFA pour un bénéfice net mensuel de 500 000 francs CFA. En général, le capital de départ pour investir dans ce business oscille entre 2 et 20 millions de francs CFA en fonction du standing. Aujourd'hui à Abidjan, le business connaît un véritable boom. Les chiffres officiels font état de 200 résidences meublées déclarées, mais officieusement, on en dénombre 20 fois plus. Malheureusement, les initiatives naissent dans l'informel et meurent aussitôt. Et ce, malgré la rentabilité en apparence dont se vantent la plupart des promoteurs. Le business des résidences meublées est un business très rentable. Donc du coup, dès qu'une personne s'y lance, elle rapporte ce fait à d'autres personnes. Du coup, il y a des retours de bouche à oreille. Les gens partagent cette information disant que le business est très rentable. Donc du coup, il faut s'y lancer. Force est de constater que lorsqu'ils s'y lancent, il manque de stratégie en fait. Ils ne connaissent pas le milieu, ils ne savent pas comment le milieu fonctionne. Et c'est bien dommage parce que lorsqu'ils se lancent, forcément ils vont faire faillite puisqu'ils ne connaissent pas le milieu. J'ai commencé en 2014, 2015, 2016, on va dire en 3 ans pratiquement. Vraiment, j'ai pas pu atteindre les objectifs que je voulais. Donc en 3 ans, j'ai carrément, on va dire, j'ai vu que j'arrivais pas vraiment à booster comme je souhaitais. Depuis quelques mois, les problèmes sécuritaires nés à la faveur d'actes criminogènes ont remis au goût du jour la question de cette prolifération des meubles de ville. Bon, les résidences meublées, d'un côté c'est déjà bon, mais les jeunes abusent et c'est déjà mauvais pour eux. Tout récemment, il y a eu des trucs de viol où les jeunes ont violé les filles, tout ça, c'est pas joli à voir.
Pour ma part, les résidences meublées sont d'abord bons parce que la maison est déjà équipée, il y a tout bon. On n'a pas besoin de fournir d'autres efforts. À ce risque sécuritaire s'ajoute le problème de la concurrence faite aux nombreux types de services hôteliers. Il est forcément négatif puisqu'ils ne payent pas d'impôts en général. Les meublés de ville ne payent pas d'impôts. Donc quand on compare les tarifs, on peut avoir le sentiment que les résidences hôtelières sont beaucoup plus chères. Alors qu'en fait, non, si vous n'avez aucun impôt à payer, si vous ne déclarez pas le petit boy qui vient faire le ménage de temps en temps, vous n'avez pas de gardiennage, vous n'avez pas de sécurité, c'est clair que nous ne pouvons pas être comparés. Vous ne pouvez que nous faire du mal, alors que nous avons une trentaine d'employés directs ou indirects sous notre responsabilité. Une concurrence déloyale considérée aujourd'hui comme une bombe à fragmentation pour les hôteliers. Il existe pour ces meublés-là une taxe qui s'appelle la taxe sur les locaux loués en garni. Elle existe, elle doit être prélevée par les mairies. Malheureusement, elle ne l'est pas. Et qui plus est, certaines mairies nous demandent à nous, résidences hôtelières, de payer cette taxe-là, en plus de tous les impôts que nous payons déjà. Et c'est là que la catastrophe arrive. Il y a deux poids, deux mesures actuellement sur le terrain. Si l'État joue sa partition et que les collectivités jouent leur partition, on va se retrouver, vous allez voir, qu'on va se retrouver sur un tableau où ça sera de la concurrence commerciale, mais pas la concurrence déloyale. Au ministère du Tourisme, la question est traitée avec attention afin d'y mettre de l'ordre. Il ne faut pas continuer à fonctionner de cette façon. Bien que, évidemment, il y en aura toujours quelques brebis galeuses qui vont continuer mais en tout cas, la majorité qui sont connues et tous ceux qui font la publicité gratuitement sur les plateformes, évidemment, vont être poursuivis et traqués pour que se mettent soit en règle, soit fermés. Une direction de la sécurité touristique vient de voir le jour afin de traquer tous les promoteurs de meublés de ville ou encore de résidences meublées qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. Résultat donc de cette enquête, ce sujet traité par Cheikh Koné, résidence meublée boom ou bombe, un sujet donc de Cheikh Koné, à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier mardi 25 janvier 2022 114 nouveaux cas de Covid-19 sur 2394 échantillons prélevés, soit 4,8% de cas positifs, 108 guéris et 3 décès. À la date donc du 25 janvier 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 80 363 cas confirmés, dont 77 067 personnes guéries, 782 décès et 2514 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 344 834. Le 24 janvier, 14 241 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 7 938 788 doses. Du 1er mars 2021 au 24 janvier 2022, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et justement, ce qu'il faut également savoir, c'est qu'à Boundi Ali, la responsable du projet Swede Éducation, a échangé avec les filles du lycée moderne de cette localité. Ce projet se donne pour objectif de lutter contre les condamnations portées contre les jeunes filles qui tombent enceintes pendant leur scolarité. Plutôt que de les condamner, il faut les encourager à poursuivre leur scolarité malgré la grossesse. Ce projet permettra d'accompagner plus de 4200 filles dans la région de la Bagoué. Siekwasi, Didier Nguessan. Lycée moderne de Boundi Ali, capitale de la région de la Bagoué. Dans cette salle de classe, le professeur et ses élèves ont cours de sciences de la vie et de la terre. Aujourd'hui, l'établissement reçoit la visite d'une équipe du projet d'autonomisation de la femme et du dividende démographique dans le Sahel. Le projet entame sa deuxième phase, baptisée Swede Éducation. L'objectif est d'ouvrir un dialogue direct entre les acteurs de l'éducation nationale et les apprenants. Dans le cadre de ce projet, ce sont les filles qui sont ciblées. Échanger sur leur quotidien, les difficultés inhérentes à une formation de qualité et surtout comment vaincre le signe indien des grossesses en cours de scolarité. On parle de mentorat. Quand une fille est en face d'un garçon qui la harcèle par exemple, comment est-ce qu'elle va faire pour résister à cette tentation? Ce sont des techniques comme ça qu'on montre aux jeunes filles pour
pouvoir s'en sortir. Il y a des techniques pour dire non, si tu n'arrêtes pas, je vais voir ma mentor par exemple qui va te donner des conseils. Et puis on a été confronté à ce genre de situation à la première phase. Cette année, 23 cas de grossesse ont été enregistrés dans la draine de Boundiali. Parmi les victimes, une adolescente de la classe. Malgré les difficultés liées à son état, elle entend poursuivre ses études. C'est un conseil que je donne à mes camarades aujourd'hui. Lors des rapports, il faut se protéger. Son courage vaut le prix d'une prise de conscience et d'un engagement collectif. La plupart de nos écoles primaires ici, on a plus de filles que de petits garçons. Sinon autant de filles que de petits garçons. C'est déjà un mythe qui est brisé. Les choses évoluent. Et nous donnons notre contribution pour l'évolution justement de ces choses-là dans le bon sens. C'est ce que nous faisons ici. Dans la région de la Bagoué, 4230 filles bénéficieront de ce projet jusqu'en 2024. Et tout autre chose à présent, le Conseil Coton-Anacar équipe le lycée de la ville de Mankono en outils informatiques, un don pour booster la formation des enfants de la région du Béret, première zone de production de la noix de cajou. Soro Corona. Le Conseil du coton et de l'Anacad multiplie ses actions sociales dans les zones de production de la noix de cajou. Mankono est la première localité visitée en ces débuts d'année. Le lycée moderne reçoit un don en outils informatiques. À travers ce geste, le Conseil du coton et de l'Anacad accompagne le gouvernement dans sa politique de formation des futurs cadres du pays. La famille éducative et les acteurs de la filière encouragent ces actions sociales. Aujourd'hui, le combat, c'est l'amélioration de nos résultats scolaires. Et donc ces dons sont un appui important pour que au moins nos enfants soient dans de bonnes conditions de travail. C'est vrai que c'est dans les bureaux, mais le travail c'est accéléré. C'est une joie pour nous en tant qu'acteurs de la filière Anacad que nous voyons aujourd'hui notre direction générale venir faire un don au lycée moderne de Mankono. La direction générale du Conseil inscrit son action dans le prolongement de la politique sociale du gouvernement. Mamadou Berté, directeur général adjoint, annonce des activités similaires dans toutes les zones de production de l'Anacad et du coton. Chaque année, on fait un plan de travail et on essaie de voir en termes d'appui dans les différentes zones de production où on peut intervenir. Ça peut être dans l'éducation, ça peut être dans les infrastructures. Et je pense aussi que pour cette année, on va choisir une nouvelle délégation où on pourra contribuer aussi au développement. La région du Béret est la première zone de production de la noix de cajou en Côte d'Ivoire. Plus de 160 000 tonnes sont produites la campagne dernière, soit 17% de la production nationale. Parlons à présent de cette célébration de l'édition 2022 de la Journée mondiale de la culture africaine qui s'est tenue dans la ville d'Adiaké dans le sud Comoé. Instaurée en 2019 par l'UNESCO, cette célébration occupe désormais une place de choix. En Côte d'Ivoire, le cinéma, vecteur de transmission des cultures africaines, c'est le thème de l'édition 2022 de cette célébration. Serge Collier. Le Zangbeto crée l'attraction à Adiaké. La communauté béninoise montre ainsi la vitalité de ses valeurs traditionnelles, même loin de ses terres originelles. D'habitude, les gens disent que c'est l'homme humain qui est en bas. Ok, c'est un génie. Tant que tu n'es pas initié, tu ne l'adoptes pas, tu ne peux pas connaître ce qu'il s'agit. Partout, on fait les démonstrations. On ouvre pour montrer aux gens. Ils n'ont qu'à regarder dedans. Ce n'est pas l'homme. Quand on le dépose, c'est un esprit qu'on adore. C'est ça qui est fétiche Zangbeto. C'est lui qui est nos gardiens de nuit, qui protège tout le monde. Alafé Wakili, président du comité de la JMCA, la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, et son équipe n'ont occulté aucune dimension de l'expression culturelle du continent. Les danses et tous les arts vivants se traduisent diversement dans ce dialogue des cultures. Le pari est réussi, on a gagné notre pari, mobilisé toutes ces autorités, toutes ces personnalités et toute cette population autour de la JMCA. C'est extraordinaire. Le cinéma comme vecteur de transmission des cultures africaines, tel est le thème de la JMCA 2022. Le ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, le député maire d'Adiaké, ainsi et parrain de cette journée, apportent tout leur soutien. Nous avons pris ça comme un honneur de permettre à notre modeste commune d'être pour un temps la capitale de la culture ivoirienne.
Nous irons dans la mondialisation, mais allons avec un bagage. Notre bagage, c'est notre culture. Journée de mémoire et de devoir pour les Africains qui ont l'occasion de pérenniser l'héritage ancestral. Nous avons une requête à faire auprès du ministère de la Culture. C'est vraiment de faire de cette journée une journée officielle en Côte d'Ivoire, de manière à ce que l'on entende de la musique, des célébrations dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, de manière à ce que chacun s'approprie sa propre culture et apprécie celle de l'autre. La journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante a été instaurée par l'UNESCO en 2019. Elle est commémorée tous les 24 janvier. En Côte d'Ivoire, cette célébration doit sa promotion à Alafé Wakili, journaliste qui a initié les premières éditions avant d'être investi président du COJMCA en juillet 2021. Un reportage de Serge Coléa à suivre à présent les échos de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule au Cameroun, énième journée des huitièmes de finale. Côte d'Ivoire-Égypte, rencontre à suivre sur le coup de 16h pour les huitièmes de finale ce mercredi 26 janvier 2022 au stade Japoma de Douala. Après la CAN 2006 et 2008, ces deux grandes nations de football se retrouvent au Cameroun. Bonne chance à nos pachydermes qui défendent les couleurs nationales ce mercredi 26 janvier 2022. Et pour ce qui concerne justement le programme de ces huitièmes de finale, donc Côte d'Ivoire-Égypte 16h et puis Mali-Guinée équatoriale sur le coup de 19h, des rencontres que vous pourrez suivre sur les antennes de la RTI. Ce qu'il faut également savoir, juste avant de refermer les pages de cette édition, suivons ensemble ce communiqué du protocole d'État qui renseigne sur les présentations des vœux au chef de l'État Alassane Ouattara pour cette année 2022. La Direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des membres des corps constitués, des missions diplomatiques et des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire. Ci-dessous cité que la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, aura lieu le mercredi 2 février 2022, de 9h à 12h30 au palais de la présidence de la République, selon l'ordre du passage ci-après. 7h30, 8h30, installation des hautes personnalités de l'État prenant part à la cérémonie. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Madame et Messieurs les ministres d'État, Messieurs les ministres à la présidence de la République, Monsieur le garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, 9h, 9h20, groupe 1, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, Monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, Madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le président du groupe de la BAD, Madame la représentante résidente de la CEDEAO, Madame la représentante résidente du PNUD, Monsieur le représentant résident de l'UEMOA, Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Monsieur le représentant résident du FMI, Madame la représentante résidente de la Banque mondiale, Monsieur le représentant résident de la SFI, Monsieur l'administrateur pour la Côte d'Ivoire au groupe de la BAD, Monsieur le représentant résident de la BCAO, Monsieur le représentant résident de la BOAD, 9h20, 9h30, groupe 2. 3 représentants par institution de la République ci-après. Assemblée nationale, Sénat, Conseil constitutionnel, Cour de cassation, Conseil d'État, Cour des comptes, Conseil économique, social, environnemental et culturel, Grande chancellerie, Médiateur de la République, Commission électorale indépendante, Haute autorité pour la bonne gouvernance, Inspection générale d'État, Madame et Messieurs les procureurs généraux près la Cour de cassation et le Conseil d'État et la Cour des comptes, Monsieur le premier avocat général du parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan, Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de première instance d'Abidjan, de Yopougon et de commerce d'Abidjan, Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de première instance d'Abidjan, de commerce et de Yopougon, 9h50, 10h, groupe 3. Mesdames et Messieurs les préfets des régions, Madame et Messieurs les présidents des conseils régionaux, Monsieur le président du bureau de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Messieurs les maires du district d'Abidjan, Monsieur le maire de la commune de Yamoussoukro, Mesdames et Messieurs les présidents ou secrétaires généraux des partis et groupements politiques. 10h20, 10h50,
Groupe 4. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, monsieur le directeur général des douanes, monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, madame la directrice générale des forêts et de la faune et leurs collaborateurs, 10h50, 11h. Groupe 5. Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Madame et Messieurs les présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents du Conseil d'administration et directeurs généraux des sociétés d'État, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises, Monsieur le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, Monsieur le président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, Humanisme, FESACI, UNAT-CI, Monsieur le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, Monsieur le président du mouvement ivoirien des droits de l'homme, Monsieur le président d'Action pour la protection des droits de l'homme, 10h50, 11h20, groupe 6. Monsieur le vice-président et 20 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Monsieur le président et 20 membres du Forum national de confession religieuse. Monsieur le président et 20 membres du Conseil supérieur des imams, COSIM. 12h. Fin de la présentation des vœux de Nouvel An à Monsieur le Président de la République. Un cocktail est offert par le chef de l'État dans les jardins du palais de la présidence de la République au terme de chaque passage. 12h30, fin de la cérémonie. Notez bien, les cartons d'invitation déjà retirés auprès de la Direction générale du protocole d'État restent valides. Les personnalités ci-dessus citées sont priées de se présenter à la cérémonie 30 minutes au plus tard, avant l'heure de passage indiquée, dans le strict respect des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19. Et voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire.